Bonjour à tous, bienvenue à la vidéo qui introduit le chapitre 4. Chapitre 4, c'est les intégrales définies. Nous, on a vu les intégrales indéfinies, on a vu quelques techniques d'intégration, comme le changement de variable, l'intégration par partie. Et maintenant, on s'intéresse à un autre type d'intégrale qui s'appelle les intégrales définies. On commence par 4.1. 4.1, il y avait déjà touché quand on a présenté le symbole de sommation avant de faire les séries. Et il y avait une partie dans 4.1 qui est les sommes de Riemann, fait qu'aujourd'hui, on fait les sommes de Riemann. Mais avant de commencer les sommes de Riemann, on va faire un petit rappel sur les sommations, car évidemment, si les sommations ont été introduites à 4.1, on va s'en servir sous peu. Fait une sommation, c'est un symbole pour représenter la somme. Ici, je vous ai présenté 4 formules. Formule classique, on a surtout travaillé avec les deux premières. Si on additionne une constante qui n'a pas rapport à i de 1 à n, c'est n fois la constante. Ici, si on additionne des nombres qui varient, des i de 1 à n, fait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, on a une formule qui est n fois n plus 1 sur 2. On l'avait démontré, mais manière de le voir, c'est qu'on fait la moyenne des nombres par les extrêmes. Le plus grand, c'est n, le plus petit, c'est 1. S'il y a un décalage, la moyenne va toujours n plus 1 quand je prends une paire de nombres. J'ai combien de paires de nombres? N sur 2. La formule marche pour un nombre paire de nombres, mais elle marche aussi pour un nombre impair. Juste une idée intuitive pour une preuve qu'on a déjà faite. Ici, c'est deux autres formules, la formule des i carrés et des i cubes. On ne l'avait pas présenté à l'époque. Je vous les donne, ça se peut qu'on s'en serve maintenant. C'est juste des formules qui marchent pour additionner des termes au carré et des termes au cube. Ça nous permet de remplacer une sommation qui est longue à calculer par une simple formule. Je vous les donne, on va peut-être en avoir besoin aujourd'hui. L'exercice que je voudrais que vous fassiez, si vous vous souvenez un petit peu comment manipuler les sommations, c'est calculer cette sommation-ci. Moi, j'ai des i, j'ai des n, et j'ai même ajouté une limite pour pouvoir reprendre des choses qu'on manipule déjà. Êtes-vous capable de calculer le tout? Prenez le temps que vous voulez, pèsez sur pause. Moi, je vais changer d'acétate dans 5, 4, 3, 2, 1. Je ne sais pas si vous l'avez réussi. La première étape, c'est écrit un peu de manière étrange, il y a plein de parenthèses. Fait que j'ai enlevé les parenthèses tout simplement, distribuer le 1 sur n et le 2 sur le i sur n. J'obtiens ceci. On a les propriétés des sommations. Quand on a une sommation sur une somme, on peut distribuer le symbole de sommation et sortir les constantes. Ici, le 2 sur n carré est considéré une constante si la sommation est sur i. Fait que qu'est-ce qui est en i, c'est pas une constante, mais tout le reste est une constante. Si je sortis le 1 sur n, il me reste le 1. J'aurais pu laisser le 1 sur n, mais ici, ça va être, je trouve que c'est un petit peu plus facile l'étape d'ensuite. Ici, on reprend la formule de la sommation des i. Vous allez vous présenter tantôt n fois n plus 1 sur 2. Fait que je remplace cette sommation-là par n fois n plus 2. Et la deuxième sommation, si j'additionne 1 n fois, c'est simplement n. Fait que ici, j'ai enlevé mes symboles de sommation. Il me reste juste à simplifier. On voit que ici, les deux simplifient, les n simplifient. Il me reste un n sur un n qui fait 1, un n avec un 1 qui ne simplifie pas, ça fait 1 sur n. Et à la fin, il me reste juste un 1. Fait que j'obtiens la limite quand n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n plus 1. Quand n tend vers l'infini, 1 sur n, ça tend vers 0. Fait que ça me donne tout simplement 2. J'ai réussi le calcul. Je ne sais pas de votre côté si ça avait réussi. Juste pratiquer un petit peu, manipuler les formules de sommation, les variables, faire attention au i ou n. Un petit exercice pour se remettre dans l'idée des sommations. Nous, notre but qu'on va faire par la suite, c'est vraiment calculer l'aire entre la courbe d'une fonction et l'axe des x sur un intervalle. Fait que je donne une fonction. Ici, c'est une parabole. Fonction d'une parabole. Ici, j'ai un intervalle 1, 3 et je m'intéresse à calculer cette surface-là. Fait qu'on va essayer de réussir ce problème-là aujourd'hui. Définition. Ici, je vais définir l'aire algébrique. Je pars d'une fonction qui est définie sur un intervalle AB. Ensuite, l'aire algébrique, c'est l'aire entre la courbe et l'axe des x sur AB. Comment on la définit? C'est la différence entre l'aire géométrique de la région se trouvant au-dessus de l'axe des x et l'aire géométrique de la région située au-dessous de l'axe des x. C'est une fonction un peu compliquée. Ici, tout simplement pour dire que l'aire algébrique a un signe. Si c'est en haut de l'axe des x, c'est positif, si c'est en bas, c'est négatif. J'ai pris la définition du manuel, mais c'est un peu ça le concept. Fait que si je demande de calculer l'aire sous la courbe entre AB de cette courbe-ci, j'ai une partie positive, une partie négative, une partie positive. Fait que l'aire algébrique peut être négative. Puis ici, je donnais des valeurs. Ici, ça vaut 2, ici, ça vaut moins 5, ici, ça vaut 4. Si on veut calculer l'aire géométrique, c'est toujours positif, c'est la quantité de peinture que j'ai besoin. Fait même si sous l'axe, ici, j'ai besoin comme de quantité de 5 de peinture, j'ai une surface totale de 11 unités. Mais si je veux l'aire algébrique, là, il y a un signe.
2 plus 4, ça fait 6, moins 5, ça fait 1. Fait que j'ai une aire algébrique de 1. La technique qu'on va utiliser, c'est pour l'aire algébrique. Ça a plein d'utilités de donner un signe à l'aire. Si on ne veut pas donner un signe, il y a une manière assez facile de transformer l'aire algébrique en aire géométrique. Ça demande un peu de travail, mais on va être capable d'y arriver. Fait que nous, on va s'intéresser à l'aire algébrique. Quelle idée qu'on va prendre pour calculer l'aire sous une courbe? L'idée de base, on va partir avec une idée assez simple. C'est on va prendre des rectangles qu'on va mettre sous la courbe. Ça ne sera pas parfait, mais si j'en mets assez, peut-être je peux avoir une précision qui m'intéresse. C'est un peu ça l'idée de base qu'on va s'intéresser. On va mettre des rectangles. L'exemple qu'on va faire, c'est sous cette parabole-là, qui est 3 moins x carré sur 4. Je cherche l'aire sous la courbe. Fait qu'ici, il n'y a pas de différence entre l'aire géométrique et algébrique, mais par défaut, ça va toujours être l'aire algébrique que je vais chercher. Je vais commencer à faire 4 rectangles sous la courbe. Je vais les faire de même largeur. Voici les 4 rectangles que je vais faire. Ça ne donne pas tout à fait la même surface, mais au moins ça me donne une idée, une ordre de grandeur de l'aire. Comment je vais faire? C'est qu'ici j'ai mon axe de 1 à 4. Je vais le couper en 4 sections, de 1 à 1,5, 1,5 à 2, 2 à 2,5, 2,5 à 3. Et pour chacun, je vais calculer l'aire du rectangle, je vais calculer la hauteur, la largeur du rectangle, l'aire du rectangle, je vais faire la somme et je vais obtenir l'aire désirée. Premièrement, je calcule la hauteur. La hauteur, c'est toujours le coin droit du rectangle. Ici, c'est de 1 à 1,5. Je prends la fonction, je l'évalue à 1,5, puis ça me donne cette hauteur-là, qui est la hauteur de mon rectangle. Je l'évalue avec ma fonction de parabole. Ça me donne 39/16e. Je vais recommencer pour le deuxième rectangle, qui est la hauteur de 2. Troisième rectangle, hauteur de 2,5. Quatrième rectangle, hauteur de 3. Ensuite, c'est quoi la largeur? J'avais une largeur de 3 à 1. Je l'ai coupé en 4. Chaque rectangle a une largeur d'une demi. Ensuite, c'est quoi la surface? La surface, c'est la hauteur fois la largeur. Je fais le calcul pour chacun des rectangles. J'obtiens 39 32e, 1, 23 32e, 3 8e. Je vous laisse vérifier le calcul si vous voulez. Finalement, l'aire des 4 rectangles, je vais faire la somme. Ça me donne 53/16e ou 3,3125. J'ai donné une idée, une approximation de l'aire sous la parabole entre 1 et 3 à l'aide de 4 rectangles. Ça, qu'il faudra avoir plus de rectangles. Si plus de rectangles, c'est le fond des cas de généraliser la formule. Je suis capable d'exprimer ceci sous l'aide d'une sommation. Donc ça, c'est pas facile. On s'est pratiqué un petit peu avec les sommations qu'on l'a vu au début. Partir d'une somme, la transformer en sommation. Mais ici, je vous donne cette formule-là. C'est une sommation de 4 rectangles. J'ai écrit un indice de 1 à 4. Mes hauteurs, ici, c'était comme f de 1,5, 2, 2,5, 3. Je fais des bords d'une demi. Puis ça part à 1,5. C'est pour ça que c'est 1 plus i sur 2. Vérifiez que ça donne vraiment 1,5, 2, 2,5, 3. Et toujours largeur une demi. Ça, c'est la sommation qui me donne ceci. La fonction, je peux la remplacer par sa valeur qui est 3 moins x au carré sur 4. Ça fait ceci. Je suis sûr qu'il y a des simplifications à faire, mais c'est une manière de, si je veux généraliser la formule, ça va être ça que je vais utiliser. J'ai fait des rectangles sous la courbe. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu faire des rectangles au-dessus de la courbe. J'ai fait les calculs pour vous. J'ai refait la même idée. La seule différence, c'est qu'au lieu de prendre la hauteur en 1,5, je la prends à 1. 11 quarts, 39, 16. Alors, remarque que c'est des valeurs qu'on avait déjà calculées ici. La largeur, c'est encore la même largeur. Les surfaces, les 3 surfaces, on les avait déjà calculées. Juste que ce rectangle-là, on l'avait placé ici, dans l'exemple précédent. J'additionne le tout. J'obtiens 69/16e, 4,3125. Encore une fois, je peux l'écrire sur l'aide d'une sommation. Ici, soit qu'on décale ici, ou soit qu'on décale l'indice ici. Je décaler l'indice ici. Il y a plusieurs manières de le faire, d'arriver à une sommation. Voici un exemple d'une sommation de 4 valeurs qui me donne l'aire du rectangle. L'idée, c'est que si je veux le généraliser, j'aimerais ça le faire avec n rectangles. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Ici, j'ai défini les différentes choses qui vont nous permettre d'y arriver. On pourrait toujours dire qu'on veut que le coin droit touche à la courbe. Si on veut que ce soit le coin droit qui touche à la courbe, premièrement, il faut trouver la largeur d'un rectangle. Largeur, il faut que je prenne toute la largeur de mon intervalle. Si mon intervalle c'est A à B, fait que la largeur c'est B moins, je le divise en n rectangles. Ensuite, la hauteur, si je veux le coin droit qui touche, c'est ici. Si je veux le ième rectangle pour additionner, je vais l'identifier à xi. Xi, c'est ici le coin droit du ième rectangle. C'est A que j'ai fait I pas de delta x. Si c'est le premier rectangle, je vais faire un pas pour prendre le coin droit. Si c'est le quatrième rectangle, je vais faire 4 pas pour prendre le coin. La hauteur, c'est le f de cette valeur-ci.
Et finalement, la sommation de rectangle. Un rectangle, c'est toujours la hauteur qui est donnée par la fonction fois une largeur delta x. C'est l'idée que je peux utiliser pour généraliser si je veux construire n rectangles. Avec n rectangles, je vais pouvoir aller chercher la précision que je veux. Je reviens ici, la fonction qui est 3 moins x carré sur 4 sur 1, 3. C'est beaucoup de calculs, beaucoup d'algèbre. Je vais aller assez rapidement. Sur pause au besoin si vous voulez valider les étapes, mais c'est juste des étapes algébriques. On veut que ce soit le coin droit qui touche à la courbe. Ici, j'ai le A, le début de mon intervalle qui est 1, le B qui est la fin de mon intervalle qui est 3, le delta x, l'écart entre les deux divisé par n. Ici, je le fais dans un cas arbitraire, n rectangle. Ça fait 2 sur n qui est mon delta x. Le xi, la formule, c'est le point de départ que j'ai fait i pas de delta x. Le a vaut 1, le i reste i, delta x qui est 2 sur n. Ça me donne ceci pour le xi. Ensuite, la fonction évaluée en xi, c'est 3 moins xi au carré sur 4. Le xi étant cette valeur ici. Ici, j'ai développé, je fais de l'algèbre, je vous laisse vérifier. Ça donne moins i carré sur n carré moins i sur n plus 11 quart. J'ai réussi à calculer le f. La formule, je vais additionner n rectangle. Rectangle, c'est toujours la hauteur qui est la fonction évaluée en xi fois la largeur qui est delta x. Je remplace par la fonction que j'ai calculée ici, qui est déjà un peu simplifiée, fois le delta x. J'obtiens cette sommation-là. Je vais faire le produit, puis je distribue le 2 sur n. Maintenant, c'est l'opérateur somme qu'on peut distribuer sur l'addition et sortir les constantes. C'est ce que j'ai fait. Les constantes, c'est tout ce qui n'est pas en i. On remarque ici que j'ai une sommation des carrés, sommation des i. Ici, je n'ai pas sorti la constante comme l'exemple précédent, mais c'est de 1 à n, ça va juste simplement n fois ce terme-là. Je vais chercher chacune des formules, la sommation des i carrés, la sommation des i, les constantes. Et ensuite, c'est juste l'algèbre. Je simplifie les n, je distribue les produits, j'enlève les parenthèses. Ça me donne 23 sur 6 moins 2 sur n moins 1 sur 3n carré. Ici, c'est une formule qui me donne l'air de n rectangles dont le coin droit touche à la parabole. Donc, c'est les rectangles qui sont sous la parabole dans ce cas-ci. J'obtiens cette formule-ci. Ça marche peu importe le n. Je vais laisser quelques valeurs. Si je l'essaye avec le 4, je remplace n par 4 dans cette formule-là, j'obtiens 53/16e. C'est l'exemple que j'avais fait tantôt. La formule fonctionne, je me suis validé. Si je l'essaie avec 10, ça devrait être plus précis. J'arrive à 3,63. On sait que ça augmente parce que les trous ici sous la courbe sont plus petits. J'en ai plus, mais comme ils sont plus petits, j'ai gagné en précision. Ensuite, si je l'essaye avec 25 rectangles, c'est encore beaucoup plus précis. On a misère à voir les lignes entre les rectangles tellement c'est collé. J'arrive à 3,7528. Et tant qu'à faire, on pourrait faire tendre le n vers l'infini. Je prends cette formule-là, je fais tendre le n vers l'infini. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Il me reste juste 23/6e. Est-ce que j'ai calculé l'aire exact comme ça? J'aurais l'impression que oui. Mais c'est comme toujours un petit peu, j'ai comme des mini-trous infiniment petits. Est-ce que cet infiniment petit vaut vraiment 0, la somme de tous ces petits infiniment petits-là ou non? C'est une question qu'on pose, mais ça semble qu'elle devrait être très très près de ça comme valeur, l'aire sous la parabole. Si je l'ai fait avec un coin, je pourrais le faire avec le coin gauche. Encore une fois, je vais aller très rapidement. La largeur du rectangle, c'est toujours b moins a sur n. Coin inférieur gauche, ici, il y a comme un décalage de 1. Si vous voulez partir ma sommation à 0, si je fais partir à 1, je peux vous voyez les deux possibilités, mais je l'ai décalé ici. C'est un petit décalage ici. Je calcule le f, qui est ma hauteur. Puis toujours la somme, c'est f qui donne ma hauteur fois delta x. Sauf que on voit que le xi est décalé par rapport à l'exemple précédent. Je recommence avec cet exemple-là. Le coin gauche qui touche la courbe. Quand le a vaut 1, le b vaut 3, delta x b moins a sur n, 2 sur n. Je calcule le xi avec la nouvelle formule avec le décalage. Je calcule le f de xi, même chose. Je fais la sommation. Ici, j'ai sauté tous les calculs. Remplacer les variables, enlever l'algèbre, tout ça. Je vous ai épargné cette étape-là. J'arrive à 23/6e plus 2 sur n moins 1 sur 3 n carré. J'ai réussi à trouver la formule de n rectangles, dont c'est le coin gauche qui touche. C'est toujours n rectangles qui vont être plus grands. Encore une fois, je peux faire le tableau. J'ai fait le tableau pour vous. Avec 4, j'arrive à 4,3125. Avec 10, 4,03. Avec 25, 9,8128.
Et quand je tends vers l'infini, j'arrive à 23 sixièmes. Fait que j'arrive encore à la même réponse que précédemment. L'autre réponse, on savait qu'elle était un petit peu en dessous, mais on ne savait pas c'était quoi le petit peu en dessous. Ici, on est un petit peu au-dessus, mais on arrive à la même chose. Fait que si on arrive à la même chose, quelque chose qui est un peu plus petit, un peu plus grand, la somme des trous infiniment petits, mais la somme des trous infiniment petits pour 0, c'est tellement petit que c'est des poussières, on s'en rend pas compte quand on prend la limite. Parce qu'on a fait qu'est-ce qui est un peu plus grand, un peu plus petit, on arrive au même résultat, fait nécessairement, on a calculé l'aire exact sur une parabole. C'est quand même bien. On avait une courbe, on a réussi à calculer l'aire sur la courbe, ça fait beaucoup de calculs. Ici, on a obtenu une fraction, c'est un peu étrange, 23 sixièmes. Quand on fait des surfaces avec des cercles, il y a toujours un pi, avec des ellipses, il y a un pi. Si je calcule sur une parabole, j'arrive à une fraction, à un rationnel. C'est un peu surprenant, mais on va se rendre compte que il y a beaucoup de courbes, que l'aire sous la courbe n'est pas donné avec un pi, mais bien avec juste des fractions, des fois avec des irrationnels, des choses comme ça. Chaque fonction est particulière, mais le pi, c'est vraiment un cas particulier qui est réservé au cercle et à l'ellipse, puis qui ne sera pas toujours sous une courbe. Fait, je viens de calculer tout ça. Fait, je ne sais pas si vous allez être capable. J'aimerais ça que vous essayiez un exercice. Fait, c'est calculer l'aire de n rectangles entre la courbe y égale 2x plus 1 sur l'intervalle 0,1, dont le coin droit touche à la courbe. Et après, je demande de prendre la limite quand n tend vers l'infini. Voici à quoi ressemble la courbe, le rectangle. Je fais le coin droit, un petit dessin pour vous aider. Faites-vous capable de faire cet exercice-là par vous-même. Je l'ai fait 2 fois très rapidement, mais là, prenez le temps que vous voulez. Faites cet exercice-là, reprenez les choses. Ici, je vous donne un rappel des formules que vous allez avoir besoin pour y arriver. C'est quoi la largeur des rectangles? C'est le coin inférieur droit du ième rectangle, la hauteur du rectangle, l'aire des rectangles. Puis ici, la formule que vous risquez d'avoir besoin, qui est la sommation des i. Fait ici, vous avez un rappel. Je vous laisse peser sur pause. Je solutionne dans 5, 4, 3, 2, 1. Solution. Fait encore une fois, c'est quoi la largeur du rectangle? C'est delta x b moins a sur n. Je le remplace par les valeurs. Ça fait 1 moins 0 sur n qui est 1 sur n. Coin inférieur droit, c'est xi qui est égal à a plus i delta x. Le a, c'est 0. Le delta x, c'est 1 sur n. Donc, faites simplement i sur n. La hauteur du rectangle, c'est f de xi. Fait ici, la fonction, c'était 2x plus 1. Fait je remplace le x par i sur n. Ça me fait 2i sur n plus 1. Ensuite, l'aire d'un rectangle, je fais cette sommation-là. C'est la sommation de i allant de 1 jusqu'à n de 2i sur n plus 1 fois i sur n. Ici, le calcul, quand on fait la limite ou non, vous avez la formule avec la limite sans ici, j'ai fait la limite, mais on va voir le résultat avec la limite. C'est exactement le calcul du début de la vidéo. C'est exactement la même formule, je vous l'avais donnée au début, que ce soit purement algébrique, on se concentre sur l'algèbre, les sommations, la limite, mais des exemples qu'on aura besoin. C'est exactement la même diapositive que j'ai pris du début. Fait, ici, ma réponse sans la limite, c'est la parenthèse ici 2 plus 1 sur n. Et la réponse avec la limite, c'est 2. Fait ouais, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi à calculer l'aire entre l'axe des x et une courbe. Ici, j'ai pas eu de barrer une courbe. C'était pas une courbe, c'était une droite. C'est y égale 2x plus 1 sur l'intervalle 0,1. Puis j'ai calculé que c'était 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé l'aire d'un trapèze. C'est ça que j'ai fait de 0 à 1. Une droite, ça fait un trapèze. C'est quoi la formule d'aire d'un trapèze? C'est petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur. Fait qu'ici, ça fait, ici j'ai une hauteur de 1, ici j'ai une hauteur de 3, une largeur de 1. Fait que j'applique la formule de trapèze, c'est 2. Fait que, au moins, tous les calculs que j'ai faits sont valides parce que ça a été démontré. Mais j'ai rien fait de nouveau. Je suis arrivé à un résultat que je connaissais déjà, que l'aire d'un trapèze, avec une petite base de 1, une grande base de 3, puis une hauteur de 1, ça donne 2. Beaucoup d'énergie pour un résultat qui est un petit peu décevant. Tantôt, à parabole, c'est un petit peu plus intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais amener un tas de définitions, mais ce ne sera pas plus compliqué que ce qu'on vient de faire. On va juste définir des termes, des choses comme ça, des nouvelles notations. Mais les exercices de 4 points vont ressembler à ce qu'on vient de faire, mais ils vont mettre du vocabulaire autour. Mais je vais vous concentrer sur les mathématiques avant de vous concentrer sur le vocabulaire. Maintenant, je vous présente le vocabulaire, mais comme il n'y aura pas vraiment de nouvelles mathématiques, c'est toutes des choses qu'on a déjà vues, mais on va donner des noms et des notations différentes. Fait, première définition, on va partir de l'intervalle AB qu'on sépare en n sous-intervalles x0 à x1, x1 à x2,
ainsi de suite. Tout ici plus petit, dont le premier x0 c'est le A et le dernier xn c'est le B. Fait une partition de AB, l'ensemble constitué des extrémités de ces n sous-intervalles. Je prends cet ensemble-là, ça forme une partition. C'est une manière de découper un intervalle. Il va y avoir un écart pour chaque section de la partition. C'est delta xi qui est xi moins x indice i moins 1. La partition est régulière si les xi sont égaux. Dans le cadre de ce que je vais faire, elle sera toujours régulière la partition. C'est ça qui nous intéresse. C'est beaucoup plus facile pour les calculs. Quand la partition est régulière, c'est la même formule qu'on avait tantôt. Je prends la largeur totale de mon intervalle qui est P-A, je le coupe en N. Et le XI, ça va être A plus I delta X. Ici, mais ici, tantôt, il y avait un décalage des fois. Ici, on part à X0, fait qu'il n'y a pas de danger. Fait que si j'ai besoin du X0, je remplace le I par 0. Si je remplace le I par N, je vais obtenir A plus N delta X, mais je vais obtenir directement le B. C'est les mêmes choses qu'on a vu tantôt, mais on donne un nom, c'est une partition de manière de couper, puis elle est régulière si toutes les delta X sont de même largeur. Maintenant, on va définir quelque chose, une somme de Riemann. Qu'est-ce qu'une somme de Riemann? On a une fonction qui est définie sur l'intervalle et on a une partition de l'intervalle AB. Une somme de Riemann est la somme ainsi. C'est la somme de n rectangles de largeur delta xi, on va obligé que ce soit de même largeur. Et le point qu'on prend, c'est si tu le coin à gauche ou le coin à droite. Ici, il dit peu importe. Tu prends un TI, ça peut être le coin à gauche, ça peut être le coin à droite, ça peut être au centre, ça peut être au tiers, aux deux tiers. Peu importe le point que tu mets dans l'intervalle, tant que tu le mets là-dedans, tu choisis un point dans l'intervalle pour calculer ta hauteur et ça donne une somme de Riemann. J'ai pris le coin gauche, le coin droit. Un était plus grand, plus petit. C'est sûr que j'aurais pris le point milieu. Ça aurait été une approximation de calcul peut-être plus intéressante. Mais je n'aurais pas su si j'étais plus petit ou plus grand que la vraie réponse. Mais au moins, j'aurais dû être plus près que les calculs que j'ai faits précédemment. Mais peu importe le point qu'on prend, c'est une somme de Riemann. Dans les sommes de Riemann particulières, les sommes de Darboux. Nous, tantôt, on a fait le coin gauche, coin droit, c'est intéressant. Sauf que si on veut majorer ou minorer une sommation, ce serait le fun de toujours être en dessous ou toujours être au-dessus. Fait que ce ne sera plus à gauche ou à droite, ça va être en dessous ou au-dessus. Mais la plupart des exemples, c'est des fonctions qui sont croissantes ou décroissantes. Fait que ça revient toujours au coin gauche, au coin droit, tout presque, dans les exercices que vous allez faire. Mais ici, je définis le concept avec des fonctions qui croient à un certain intervalle et qui décroissent sur d'autres intervalles. Je définis rigoureusement la somme de Darboux, soit f de x une somme définie sur un intervalle AB, et soit Pn une partition, c'est des x0 jusqu'à xn qui coupent l'intervalle. La somme inférieure est la somme des mi fois delta xi. Mi est le minimum de f sur l'intervalle xi moins 1 xi. Ici, il n'y a pas besoin d'être régulière. Dans la plupart du temps, elle va l'être. Puis ici, je prends le minimum. Ici, on voit, ici, le minimum, c'est le coin gauche. Ici, le minimum, c'est le coin gauche, mais tu vois, le coin droit est vraiment pas loin. Et, ici, c'est coin droit, coin droit, coin droit, coin droit. Ici, c'est ni le coin, c'est quelque part entre les deux, mais près du coin gauche. Coin gauche. On voit que ça varie. On va définir la somme de Darboux supérieure. Je pars avec la même hypothèse. J'ai une fonction sur un intervalle avec une partition. Mais la somme supérieure, c'est la somme. Vous voyez que c'est la même chose, mais avec des lettres majuscules. Une façon facile à voir. Puis le grand MI, ça va être quoi? C'est le maximum de F sur l'intervalle. Ici, on voit c'est le coin droit. Ici, c'est un point au centre. Coin gauche, coin gauche, coin gauche. Coin droit, coin droit. Ça varie souvent des coins, mais pas toujours. C'est pour ça qu'on est capable de définir ça. Je vous dis, la plupart des exemples, ça va être des fonctions croissantes, décroissantes. Vous allez travailler avec le coin gauche, coin droit. Mais si vous avez une fonction qui monte et qui décroise, une analyse beaucoup plus fine qu'il va falloir faire pour les sommes Darboux. S minuscule pour la somme inférieure, S majuscule, la somme supérieure. Maintenant, je définis l'intégrale définie. C'était comme le but de faire les intégrales définies. Dans le manuel, je fais une définition un peu plus compliquée. Je présente ma définition. Après, je vais vous expliquer légèrement c'est quoi la différence Excel du manuel. J'ai une fonction et une partition sur un intervalle. L'intégrale définie de f, on la note par le symbole d'intégrale avec l'intervalle placé a et b. F de x dx, qui est la limite, la sommation des f de ti fois delta x quand le n tend vers l'infini. Si on prend notre partition et on fait une infinité de rectangles de même largeur, alors la limite de ça va me donner l'intégrale définie.
Vous voyez bien que l'intégrale définie, c'est une manière de calculer l'aire algébrique. Si on regarde la notation, c'est comme un S allongé. Le S fait penser à la sommation. F de x, c'est comme l'équivalent du FDI. Et le dx fait penser au delta x. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de confusion avec l'intégrale indéfinie. Le nom, le symbolisme se ressemble beaucoup. Évidemment, il y a un lien. On va le voir plus tard dans la prochaine section, dans 4.2. Mais dites-vous que l'intégrale définie, c'est une manière de notation pour représenter ceci. Dans le manuel, ils font une définition un peu plus rigoureuse. Ils font une partition qui n'est pas nécessairement régulière, mais ils disent qu'il faut que la largeur maximale soit tendre vers 0. Au lieu de faire tendre n vers l'infini, fait tendre le maximum des delta xi. Moi, j'ai fait la définition, comme dit, simplifiée avec une partition régulière. Si on la manipule, elle va être régulière. Je vais peut-être donner des exercices. Au lieu de mettre un n vers l'infini, c'est delta xi tend vers 0, puis ici mettre un delta xi comme différence. Mais moi, je préfère ceci. Dans le cadre du cours, c'est amplement rigoureux, puis c'est assez compliqué pour nous. On a un nouveau concept qui est l'intégrale définie. Qu'un petit théorème, si f de x est continu sur un intervalle AB, alors l'intégrale existe. C'est intéressant, si l'intégrale existe, on regarde calculaire algébrique par la limite d'une somme. Au lieu d'écrire la limite d'une somme, on écrit ce symbole-là, mais c'est quand même beaucoup de calculs pour calculer l'aire, mais pour certaines fonctions, on va être capable. Un petit exemple sur cette notation-là. Écrivez cette limite comme une intégrale définie. Si j'ai une limite d'une sommation, est-ce que je suis capable de juste prendre la notation de l'intégrale et le traduire ceci? Il faut revenir, c'est quoi l'idée? Qu'ici, premièrement, j'ai une notation, mais ici, le xi et delta x ont un sens. Delta x, c'est 5 sur n, et le xi, c'est 4 plus 5i sur n. Que si je vous donne ceci, on va prendre ça et on va essayer de le traduire sous forme d'une intégrale. Je vous donne la solution. L'idée, c'est être capable de retrouver le ti et le delta x. Les informations qu'on avait, c'était on avait un xi, on donnait déjà un delta x. Pas si dur que ça, il faut que je trouve le a et le b. Je sais que le delta x, c'est b moins a sur n, et le xi, c'est a plus i fois delta x. Qu'ici, je reconnais facilement que le a, c'est 4. Si le a, c'est 4 et b moins a vaut 5, je vais trouver que le b est 9. J'ai trouvé mes bornes. Ensuite, la fonction, c'est ici, mais on voit que le xi, c'était ça. Le xi, c'est il est ici. Je remplace le xi par x dans ma fonction, tout simplement. La limite de la sommation de 3 fois parenthèse 2 plus xi au carré, on peut l'écrire sous cette intégrale-là. La réponse n'est pas unique. On aurait pu changer la fonction, changer l'intervalle un petit peu, mais ici, c'est comme la notation la plus évidente. Un petit peu la même idée qu'une sommation. Je dis il y a plusieurs sommations qui décrivent la même somme au long. L'idée est la même ici. Il y a plusieurs intégrales qui peuvent décrire la même somme, la limite d'une somme, mais j'écris la plus usuelle. J'ai fait le tour de 4 points, beaucoup de définitions, il y a beaucoup d'algèbre, mais c'est de l'algèbre, des simplifications, des choses comme ça, et des sommations qu'on a vues au tout début de la session. Je vous laisse travailler là-dessus, vous avez vos exercices dans votre plan de travail. Pour cette semaine, il y a aussi 4.2 qui est le théorème fondamental. Vous allez voir, il est fondamental pas pour rien. On se revoit dans la deuxième vidéo pour le théorème fondamental du calcul.